Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints à ce webinaire Sonosite dédié à l'échographie thoracique en anesthésie. Je suis Sandrine Lelanier, responsable marketing pour Fujifilm Sonosite. Je suis accompagnée d'Albert Louis, responsable France et Belgique, qui sera notre modérateur pour la partie des questions à la fin de ce topo. Je vous présente tout de suite nos deux intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation et de nous faire partager leur expérience au travers de cas concrets qu'ils sont amenés à rencontrer dans leur pratique quotidienne. Christophe Aveline, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital privé Sévigné, à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Christophe Aveline est membre du comité scientifique de l'ASFAR et également membre de l'ESRA. Il est le président du site IALR, site internet pour tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans l'analgésie et l'anesthésie loco-régionale. Docteur Bastien Letouvé, médecin anesthésiste réanimateur, également à l'hôpital privé Sévigné, qui travaille donc en collaboration avec Christophe. Bastien est membre de l'ASFAR et diplômé d'échocardiographie et de réanimation en pathologie infectieuse. Je cède tout de suite la parole à Christophe Aveline et Bastien Letouvé. Donc nécessaire que nous on l'aborde un peu comme de manière très basique, beaucoup d'images avec beaucoup de coupes et sur les principaux éléments que l'on va voir. Donc Bastien va lancer dans quelques secondes son topo. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous allons ensuite revenir tous les deux sur les différents éléments et en particulier aussi avec le labo Fuji s'il y a des éléments supplémentaires. Donc Bastien, à toi. Parfait. Donc, merci Christophe, merci à Sonosite Fujifilm pour l'invitation. Donc, comme le disait Christophe, l'idée du topo d'aujourd'hui est plutôt un topo d'introduction à ce que l'échographie thoracique, c'est-à-dire cardiaque et pulmonaire, peut apporter aux anesthésistes réanimateurs. Donc, je vais faire différentes approches. Tout d'abord, pour commencer, comme le disait Christophe, l'échographie, on en a partout. Il y en a partout dans les blocs opératoires. Et le gros avantage, c'est que finalement, pour faire une échographie cardiaque et thoracique, il faut peu de choses. Il faut un échographe que vous avez tous. Il faut une sonde cardiaque qui a en plus l'avantage de pouvoir vous permettre d'explorer d'autres choses. Et finalement, le cœur, donc un patient. Le gros avantage de ce système, c'est que c'est immédiatement disponible. On a tous au bloc opératoire, vous prenez la sonde, vous pouvez donc avoir la réponse aux questions que vous posez. Donc, le topo va être orienté plutôt pour des, entre guillemets, débutants en échographie cardio-thoracique. Et je vais essayer, dans un premier temps, donc, de vous montrer les principales coupes qu'il faudra d'abord vous entraîner à obtenir et ensuite que vous pourrez interpréter au lit de votre patient et toujours dans l'optique d'un raisonnement. L'idée est que face à un patient qui prend une défaillance alors hémodynamique ou respiratoire, au sein de votre raisonnement clinique, vous puissiez intégrer les données d'échographie pour avancer dans votre raisonnement et pouvoir traiter au mieux votre patient. Le principal désavantage de l'échographie, c'est en fait, vous verrez les images, les belles images que vous verrez sur mon topo et les images de la réalité, des fois, il y a un petit gap. Alors, l'échographie, ça permet de faire plein de choses. L'échographie cardiaque, vous pouvez faire plein de mesures dans tous les sens, faire des choses très précises. Les cardiologues, notamment, mesurent des choses que nous, on n'imagine même pas. Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas du tout parler de tout ça. Je vais d'abord vous montrer vraiment la base de l'échographie cardiaque et pleurale. L'échographie cardiaque, les premières choses, ça va être d'obtenir les bonnes coupes qui vont vous permettre d'explorer le cœur de votre patient et tout ce qui va avec. Là, à mon sens, la plus intéressante, utile, facile d'accès en anesthésie, réanimation, c'est ce qu'on appelle la coupe sous-costale. C'est une coupe, donc la position va être sur votre patient en décubitus dorsal, de mettre la sonde avec l'ergot vers la gauche de votre patient au niveau de la xiphoïde. Et comme vous pouvez le voir sur l'image ici, il ne faut pas hésiter à appuyer, ce qui n'est pas très agréable pour le patient, mais qui vous permettra d'avoir des images de qualité. Donc, avec un appui et en orientant la sonde, vous voyez vers finalement l'épaule droite ou la tête de votre patient. Vous obtiendrez en fait une coupe qui ressemblera à ça, à savoir que vous avez ici le foie,
votre ventricule droit, qui sera immédiatement en première ligne, votre oreillette droite, votre ventricule gauche et votre oreillette gauche. Donc d'emblée, avec cette coupe, qui est aussi assez facile à obtenir chez les patients sous ventilateur, vous pouvez avoir une vue d'ensemble déjà de la fonction de votre cœur. Alors qu'est-ce que ça donne? En vrai, vous obtiendrez des choses qui ressemblent à ça. Donc là, vous voyez, c'est une coupe sous-costale chez un patient en ventilation spontanée. On aperçoit ici le foie, et donc vous avez le ventricule droit ici, la valve tricuspide, l'oreillette droite, et ici le ventricule gauche, valve mitrale et oreillette gauche. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, la valve mitrale sur cette coupe, on ne la voit pas très bien, on ne pourra pas bien l'examiner, ce n'est pas grave. Si la question est est-ce que j'ai une dysfonction cardiaque, ça nous permet déjà d'avoir une réponse. L'autre chose, vous voyez que ma coupe est tronquée, je ne vois pas parfaitement l'apex. Donc, au fur et à mesure, et ça je vous le redirai, finalement, il faut s'adapter à ce qu'on peut avoir comme coupe et donc comme donnée. Et finalement, en multipliant les incidences, on peut quand même réussir, même chez un patient qui n'est pas très échogène, à avoir la réponse à notre question. De cette coupe-là, donc sous-xiphoïdienne, si vous basculez la sonde de 90 degrés, vous pourrez obtenir finalement un tronçonnage de votre cœur dans une vue, on va dire, petit axe, qu'on retrouvera sur une autre incidence, qui vous permettra d'étudier assez facilement. Donc ici, vous avez la valve aortique, l'oreillette droite, et puis vous avez le ventricule qui s'enroule finalement dans cette coupe-là autour de la base du cœur. L'autre gros intérêt, à mon sens, de cette coupe-là est l'étude de votre veine cave inférieure, qui, on le verra dans les cas où vous posez des questions sur une hypovolémie, est un des paramètres les plus rapides et utiles. Sur cette coupe-là, comme on a fait, on est parti de la coupe sous-xiphoïdienne, et au lieu de becquer vers l'épaule et la tête, on a finalement replongé vers le dos, le rachis de votre patient, pour avoir une coupe finalement assez transversale. Ce que vous voyez ici, donc ma sonde est posée sur la peau, vous avez le foie, et en fait, juste ici, vous pouvez l'apercevoir, donc c'est un patient en ventilation spontanée, la veine cave inférieure. Dans cette coupe-là, l'étude n'est pas forcément facile, donc ce qu'il faut faire, c'est basculer de 90 degrés pour obtenir ceci et déplier finalement votre veine cave inférieure sur un plan longitudinal. Donc, sur cette coupe, vous avez votre foie qui est ici, votre oreillette droite, juste ici, et votre veine cave inférieure, en fait, elle est là. C'est ce trait noir que vous avez. Donc là, on a un patient en ventilation spontanée. Vous avez les veines sus-hépatiques qu'on aperçoit ici. Donc, on le reverra plus tard. L'étude de cette veine cave inférieure, qu'on peut relativement facilement avoir, est très utile et vous sera d'un apport assez franc. Donc, c'est la coupe sous-costale. La deuxième incidence qui est très importante et intéressante est ce qu'on appelle la coupe 4 ou 5 cavités. Je vous expliquerai la différence un peu subtile après. Cette coupe s'obtient alors idéalement sur un patient en décubitus latéral gauche. Le problème, c'est que bien souvent pour nous, les patients ventilés ou instables, ce n'est pas forcément facile de les mobiliser. Donc, on peut l'obtenir sur un patient en décubitus dorsal. La zone cible est globalement votre choc de pointe, un 4e à 5e espace intercostal gauche, avec l'ergot de votre sonde par convention vers le côté gauche de votre patient et une angulation, toujours pareil, vers l'épaule opposée. Le but est d'obtenir cette coupe-là, d'accord, où là, vous avez une vue d'ensemble aussi des 4 cavités, mais dans une autre orientation. Pour vous repérer, vous avez ici votre ventricule gauche, qu'on a juste face à vous, la valve mitrale, l'oreillette gauche, votre ventricule droit ici, valve tricuspide et oreillette droite. L'idée aussi, c'est de vous montrer ce que c'est qu'une image normale. L'échographie, finalement, l'échocardiographie et l'échographie pulmonaire, la première chose à faire pour tous, c'est de bien vous mettre dans les yeux, dans la tête, les images normales. C'est comme ça que vous pourrez repérer justement des situations pathologiques, mais il faut avoir un peu l'habitude de la normalité. Donc, dans les petites choses qui peuvent vous aider, il y a un truc qui nous intéresse tous, c'est cette fameuse fraction d'éjection, fonction systolique des ventricules. Dans les choses très simples en fait, que vous pouvez faire sur cette incidence, mais aussi sur les autres, c'est avoir un aperçu finalement global
de la contractilité de votre cœur. Pour le ventricule droit, il n'y a pas de fraction d'éjection, il n'y a pas de mesure, mais une chose assez simple finalement, un ventricule droit, c'est un ventricule qui bouge son anneau. Ça veut dire que sur cette coupe-là, mais même aussi sur les autres, si vous voyez que votre ventricule droit a une contractilité, une bonne mobilité dans cet axe-là, c'est que sa fonction systolique est normale ou quasi. Le ventricule gauche, vous pouvez, alors par des calculs plus compliqués, étudier la fameuse fraction d'éjection, mais finalement, ce qu'on demande, nous, ce qu'on se demande, c'est est-ce que mon cœur a une fraction normale, une contractilité normale, un peu altérée ou très altérée. Et bien finalement, si vous voulez une petite astuce pour montrer, bien voir que la contractilité est normale, vous allez prendre un de vos doigts, vous allez pouvoir le faire sur votre écran et le mettre juste au niveau de ma souris, c'est-à-dire en plein milieu de votre ventricule gauche. Et en faisant ça, vous allez voir finalement pouvoir bien étudier que tout votre myocarde autour se contracte vers votre doigt. Une contractilité normale, c'est ça en fait. Hein, votre myocarde s'épaissit, se contracte, se rétracte autour de la zone centrale. Et bien, si vous avez donc votre myocarde qui vient toucher votre doigt tout autour, votre fonction ventriculaire gauche, vous pouvez estimer qu'elle est normale. Alors ça, c'est des belles images échogènes. Le truc, c'est que bien souvent, même en faisant des efforts, vous n'obtiendrez pas des images parfaites. Alors, petite subtilité, je vous parlais tout à l'heure de 4 cavités. La 5 cavités, finalement, c'est la même chose, sauf qu'ici, vous apercevez, donc, pour rappel, votre ventricule gauche est ici, votre valve mitrale est ici, l'oreillette gauche, et ici, vous voyez la chambre de chasse de l'aorte et votre valve aortique, juste ici. Donc, on voit un petit peu mieux sur celui-là. Vous voyez déjà sur cette coupe, alors autant le ventricule gauche, on le voit bien. On peut l'étudier comme je vous ai dit. Vous mettez un de vos doigts en plein milieu et vous regardez si la contractilité est homogène et paraît suffisamment forte. Par contre, typiquement, chez ce patient-là, sur cette coupe-là, le ventricule droit est bien incapable de le voir. On aperçoit une partie de l'anneau ici, vous voyez, sur cette coupe-là ici, mais finalement, difficile de se prononcer sur le ventricule droit. C'est pour ça que lorsque vous faites une échographie, il faut accepter d'avoir des fois des images qui ne sont pas aussi belles que ce qu'on voudrait avoir, mais en multiple que vous pourrez avoir. L'autre grande coupe est ce qu'on appelle la parasternale, grand axe et petit axe, qui s'obtient en mettant votre sonde au niveau du 2/3e espace intercostal gauche, à l'endroit où vous triez l'électrode V2 de votre électrocardiogramme, avec l'ergot qui, cette fois-ci, va vers l'épaule droite de votre patient, contrairement aux deux d'avant où ça allait vers la gauche, et vous obtiendrez finalement une coupe un peu tronquée comme ça de votre cœur, avec donc la poète ici. Vous aurez votre ventricule droit, qu'on voit de manière assez tronquée, votre septum, là c'est votre ventricule gauche avec la partie antéroseptale et la partie inférolatérale, la valve mitrale qui est ici, votre oreillette gauche qui aura sur cette coupe-là l'apparence d'un tube, et par contre, on voit très très bien sur cette coupe-là, très souvent, la valve aortique et le début de l'aorte. Vous pouvez donc, en mouvement, ça donne ceci. Donc, vous voyez, une échogénicité pas parfaite, mais on arrive quand même à voir les informations. Votre ventricule droit ici, on voit qu'il se contracte, il bouge. Votre ventricule gauche, même sans faire de mesure, vous voyez, pareil, si vous regardez votre septum, il s'épaissit à chaque systole. Si vous placez votre doigt en plein milieu, tout bouge. Ce qu'il y a au niveau septal et inférolatéral se contracte bien. Vous avez une contractilité qui est normale. Vous apercevez ici aussi votre valve aortique, votre valve mitrale, on voit très bien, et enfin votre oreillette gauche. Donc, au fur et à mesure, vous pourrez quand même répondre aux questions que vous posez. Si de cette incidence-là, vous tournez la sonde de 90 degrés, vous pourrez obtenir ce qu'on appelle une coupe parasternale petit axe. Cette coupe a l'avantage en fait de pouvoir avoir une vue finalement tronquée de votre cœur, mais de pouvoir le balayer de la pointe jusqu'à sa base. Si on prend une coupe qui passe par les piliers de la valve mitrale, vous obtiendrez ceci. Alors, encore une fois, ça, vous pourrez aussi l'obtenir sur certaines sous-costales en fonction de la morphologie de votre patient. Des fois, en sous-costale, en faisant une rotation de 90 degrés, vous pourrez obtenir finalement une image qui ressemble à ça, qui sera inversée. Et donc, voir ici
votre ventricule droit et surtout votre ventricule gauche avec donc ces piliers mitraux. Et pareil, pour l'étude de la contractilité, finalement, vous placez votre doigt en plein milieu sur la petite main que j'ai. Et si vous regardez bien, tout se contracte de manière parfaitement homogène vers le centre. Donc ça, c'est le signe d'une contractilité cardiaque qui est normale. Donc pour rappel, pour les coupes, les trois grandes coupes à se mettre dans les yeux et à obtenir, si vous voulez, une étude cardiaque sont la coupe sous-costale avec le ventricule droit, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, l'oreillette droite, donc sous-xiphoïdienne en appuyant relativement fortement. La 4 cavités que vous obtenez au niveau du choc de pointe avec en premier lieu votre ventricule gauche qu'on voit très bien, valve mitrale, oreillette gauche, oreillette droite, valve tricuspide, ventricule droit, et enfin la parasternale que vous obtiendrez au niveau du 2/3 espace intercostal gauche, donc ici en grand axe, et que vous pouvez transformer en petit axe par une simple rotation. Et on verra après, dans des cas un peu appliqués, ce que vous pouvez obtenir comme information. Mais la base, en fait, mais comme quand on a tous commencé l'échographie, c'était d'avoir déjà des images exploitables et déjà de se mettre dans la vue et la tête des images normales. Si on passe au niveau du poumon, alors l'échographie pulmonaire, vous pouvez utiliser finalement la même sonde. Ça marche très bien avec la sonde cardiaque qui aura l'avantage de pouvoir explorer le poumon plus en profondeur, mais vous pouvez aussi tout aussi bien utiliser les sondes linéaires qu'on utilise par exemple pour les locaux régionales qui vous permettra d'examiner certes que les premiers centimètres, mais vous verrez mieux finalement le glissement pleural et la plaie. Donc, pour examiner votre poumon, alors le poumon peut se découper en plusieurs zones, jusqu'à 6 zones. De manière très pragmatique et simple, pour commencer, vous pouvez étudier la partie antérieure, la partie axillaire et les parties postérieures. Donc là, par exemple, sur notre sujet, on s'est mis en antérieur droit avec, vous voyez, une profondeur relativement limitée et donc une échographie pulmonaire normale, c'est ça. Donc vous avez la peau qui est ici, une côte, une deuxième côte que vous repérerez de toute façon, puis il y a le côte derrière, et un poumon normal en échographie, c'est ça. Vous avez ici cette ligne blanche avec donc un glissement qui correspond à chaque respiration de votre patient, c'est le glissement pleural. Donc le fait d'avoir ce glissement témoigne de la présence de votre poumon. Le poumon, c'est de l'air. Vous savez bien que l'échographie ne laisse pas passer l'air, donc vous ne pourrez pas voir votre poumon. Par contre, les artefacts créés par le poumon seront interprétables. Et donc, un poumon normal aura principalement deux choses. Ce glissement pleural, qui est normal, qui est synchrone à la respiration, et vous avez des lignes horizontales que vous voyez en écho comme ceci, qu'on appelle des lignes A, qui sont en fait le reflet échographique de votre glissement pleural. Donc, un poumon normal, antérieur, ressemble à ceci. Si vous voulez aller explorer une partie beaucoup plus postérieure, vous voyez, donc, du diaphragme sur la partie postérieure droite, donc j'ai mis une profondeur un petit peu plus importante, vous obtenez ceci. Donc, à droite, vous avez votre foie, et en fait, ici, vous voyez passer devant le foie et devant nous, finalement, le poumon. Donc, comme je vous l'ai dit, en haut, vous avez ce glissement pleural que vous voyez apparaître, ici. Vous avez nos fameuses lignes A, qu'on voit apparaître de temps en temps. Et si vous regardez sur la gauche, vous avez une queue de comète de temps en temps, une ligne blanche qui traverse tout l'écran. Ça, c'est ce qu'on appelle des lignes B. Les lignes B sont physiologiques s'il n'y en a que quelques-unes, moins de 3, d'accord, entre deux côtes. C'est tout à fait physiologique d'en avoir quelques-unes, notamment dans les parties postérieures. Vous verrez que dans des situations pathologiques, elles sont très nombreuses. Donc, une échographie normale comporte le glissement pleural, des lignes A et éventuellement quelques rares lignes B qui sont ces traits, on va dire, verticaux qui traversent tout le poumon. Maintenant qu'on a vu un peu les échographies, on va dire, normales, comment appliquer notre échographie thoracique à des situations, on va dire, assez caricaturales. Donc, le but maintenant, je vais vous montrer des situations assez caricaturales et l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces raisonnements cliniques face tout d'abord à une défaillance hémodynamique. Vous avez un patient qui est en défaillance hémodynamique, vous avez donc l'apport déjà de votre examen clinique, évidemment, du contexte qui va bien évidemment vous aider,
un sepsis, une hémorragie, une déshydratation. Mais l'échographie vous permet d'aller plus loin. Le premier cas de figure où ça va vous aider, c'est clairement l'hypovolémie. L'échographie va vous permettre, dans des cas, alors, le cas caricatural, c'est le patient qui est en grand état de choc, vous posez la sonde sous-costale en cas de cavité et là, vous n'avez plus de ventricule. Ils sont complètement virtuels, la cavité est virtuelle en systole, c'est que vraiment la hypovolémie est majeure, mais là, vous aurez largement d'autres signes avant-coureurs de larges marbrures, une hypotension catastrophique. Par contre, une fois que vous avez commencé à stabiliser votre patient, est-ce que j'ai des critères faciles à obtenir en échographie d'hypovolémie? La réponse est oui. Il y en a un qui est relativement simple, c'est l'étude de votre veine cave inférieure qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour rappel, pour avoir cette veine cave inférieure, il faut vous mettre en position sous-costale, donc sous-xiphoïdienne, partir de votre cœur et redescendre de manière quasi verticale pour réobtenir votre veine cave inférieure et faire une rotation de 90 degrés pour vous aligner sur un plan longitudinal. C'est comme ça que vous la verrez le mieux. Et je vais vous montrer que sans mesure, on peut avoir déjà des signes. Là, vous avez par exemple sur votre gauche un patient donc, en ventilation spontanée, hypotendu. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, votre veine cave inférieure, elle est quasiment virtuelle. Votre patient il est hypotendu, il a une veine cave inférieure, là, très probablement, il y a une hypovolémie associée. L'autre signe très important, c'est la variabilité respiratoire de votre veine cave inférieure. Et ça, c'est vrai en ventilation spontanée, mais aussi en ventilation contrôlée. En ventilation spontanée, évidemment, à l'inspiration, vous aurez un collapsus de votre veine cave inférieure et le fait d'observer à chaque inspiration un large collapsus de la veine cave, qui en plus déjà est très plate, et un très bon signe d'hypovolémie. Par exemple, sur ce patient-là, donc vous voyez l'état basal, on lui a fait un remplissage ou en fait une épreuve de levée de jambe passive. C'est le même patient, c'est la même veine cave inférieure. Et vous voyez, immédiatement, on obtient donc un élargissement de cette veine cave inférieure qui garde quand même une bonne partie de variation respiratoire. Vous voyez, en inspiration, elle se collate quasi complètement, mais en expiration, elle retrouve une taille plus confortable. Donc, sur ces critères-là de variation respiratoire de la veine cave inférieure, vous avez un bon signe d'hypovolémie. En cas de ventilation artificielle, n'oubliez pas, c'est l'inverse. La ventilation artificielle va faire qu'à l'inspiration, vous aurez finalement une baisse du retour veineux, donc votre veine cave aura tendance à se dilater pour retrouver son état basal plutôt en expiration. Mais encore une fois, ce n'est pas tellement la taille, la mesure, c'est la variation de votre veine cave inférieure qui va vous prédire finalement le caractère de précharge dépendance de votre cœur au sens large du terme. Et encore une fois, sur des cas assez simples, assez caricaturaux, il n'y a pas besoin de mesure. Vous posez la sonde, si vous voyez que ça varie, si c'est évident, c'est que vous avez une hypovolémie et que le remplissage vasculaire va être bénéfique. Autre cas, quand on a un patient en état de choc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une dysfonction ventriculaire gauche? Pour rappel, donc là, on est sur une coupe parasternale, donc celle qu'on obtient au deuxième espace intercostal gauche. Donc pour rappel, votre ventricule droit est ici. Votre septum interventriculaire, donc la partie antéro-septale de votre ventricule gauche est ici. Votre valve mitrale est là et la partie inféro-postérieure de votre ventricule gauche est là. Donc là, vous avez un cœur parasternal normal. Vous avez un patient en état de choc, vous posez la sonde, vous pouvez obtenir ça. Comme vous pouvez le voir, finalement, la dysfonction ventriculaire gauche, là, à droite, elle est évidente. Toujours pareil, si vous avez un petit doute, vous pouvez toujours utiliser votre index que vous posez au milieu de l'écran à gauche. Comme ça, vous pouvez observer vraiment la contractilité globale. Et bien, si vous faites la même chose à droite, déjà, vous verrez que alors, la dilatation est difficile parce qu'il suffit que vous ayez un réglage différent, donc ce n'est pas forcément fiable. Mais surtout, sur ce patient-là, qu'est-ce qu'on aperçoit? Déjà, le ventricule droit ne bouge pas beaucoup. Un peu inquiétant. Deuxièmement, clairement, votre septum, je suis désolé, votre septum ne bouge plus. D'accord? Et enfin, la partie postérieure de votre ventricule gauche est immobile ou quasi immobile. Je suis désolé, j'ai un tout petit gag technique. Je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer vraiment. Voilà. Donc là, la partie postérieure finalement se contracte. Par contre, en antéroceptal, il n'y a rien du tout. Donc là, vous avez une dysfonction sévère de votre ventricule gauche. Pas besoin de quantification, votre ventricule gauche, il ne marche pas bien. En parallèle de ce qu'on verra plus tard, si vous regardez, on parle d'écho thoracique, et en fait, vous avez votre plèvre
gauche qui est ici, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a plein de lignes B. Comme je vous l'ai dit, les lignes B, quand il y en a beaucoup, c'est pathologique. Ben, finalement, chez ce patient-là, en un seul coup d'échographie, vous pouvez quasiment estimer que ce patient, il y a un infarctus antéroseptal majeur, une dysfonction systolique ventriculaire gauche et probablement un œdème pulmonaire associé. Donc, vous voyez un peu l'intérêt de l'échographie sur des choses finalement évidentes. Autre cas en 4 cavités. Donc, à gauche, vous avez la 4 cavités normale avec la belle contractilité de votre ventricule gauche, le beau mouvement de votre ventricule droit de l'anneau ici. Et à droite, alors là, vous avez un truc catastrophique. Vous avez un ventricule gauche qui est globuleux, qui ne bouge pas du tout. Comme je vous disais, toujours pareil, vous pouvez mettre votre index au milieu du ventricule gauche ici. Alors là, vous pouvez mettre la main entière, ça ne bouge plus du tout. Donc là, la dysfonction est vraiment majeure. Sachez qu'en fait, ce n'est pas des choses rares. Vous prenez par exemple un urosepsis, un patient qui a une bactérie ABGN, qui fait un état de choc, vous le remplissez, vous le mettez sous vasopresseur et puis finalement, il garde des lactates. Vous pouvez avoir des images de dysfonction systolique gauche évidentes. Et là, clairement, l'intérêt est majeur dans le sens où vous allez non pas augmenter les doses de noradrénaline de manière forte, mais plutôt penser à un inotrope positif type dobutamine. Autre cas de figure finalement assez classique, plus rare que ça, c'est la tamponnade. L'échographie va vous faire le diagnostic d'une tamponnade assez vite. Alors, sur le côté droit, c'est quelque chose de totalement historique. Vous avez un cœur qui flotte, vous voyez, dans ce liquide. Ça, c'est une zone, ça, c'est le péricarde qui est rempli d'un liquide totalement anéchogène. Et vous voyez, votre cœur, il flotte complètement là-dedans. Alors, vous avez le ventricule gauche qui est ici, le ventricule droit qui est ici. C'est une espèce de sous-costale, mais alors là, bon, c'est des images assez incroyables qu'on voit quand même relativement rarement. Vous pouvez voir par contre des épanchements un peu plus faibles, importants avec un retentissement, comme ce qu'on a à gauche ici. Donc ça, c'est une vue sous-costale. Vous avez votre foie ici. Et en fait, vous voyez donc votre péricarde est là. Et finalement, il y a toute une zone anéchogène qui ressemble à du liquide. Vous avez l'habitude de voir du liquide à l'échographie. Et bien, votre cœur est complètement entouré ici et ici de liquide. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que autant votre ventricule gauche ici, finalement, se contracte normalement. Par contre, si vous regardez votre ventricule droit, vous voyez cette espèce de cinétique un peu étrange qui ne paraît pas normale. Et ben, quand vous l'analysez finement, en fait, votre ventricule droit en diastole, il est collabé, témoignant d'une hyperpression au sein du péricarde. Et donc, vraiment de la tamponnade, là, c'est un patient qui a des signes cliniques, c'est certain. Donc, l'échographie, surtout la tamponnade large, est assez facile. Autre grand cas de figure, c'est l'embolie pulmonaire. Alors, il faut être très très clair, l'échographie cardiaque ne vous permettra pas de dépister la petite embolie pulmonaire. Il y a vraiment que le scanner qui pourra vous faire le diagnostic. Mais sur les embolies pulmonaires massives avec un état de choc, et encore une fois, on parle d'un patient en défaillance hémodynamique, vous pourrez voir finalement des choses assez facilement. Sur votre gauche, c'est donc une image encore sous-costale, je vous l'ai dit, la sous-costale, pour nous, les anesthésistes réanimateurs, c'est assez pratique. Il n'y a pas à tourner le patient, même ventilé, on peut avoir des images. Donc, vous avez votre foie qui est ici, votre ventricule droit qui est ici, votre oreillette droite qui est là, et c'est assez évident en fait. Là, vous avez un thrombus qui se balade ici, qu'on voit très très bien. Donc là, vous avez finalement un patient qui a une embolie pulmonaire. Alors, est-ce qu'il y a un retentissement sur le ventricule droit? Peut-être. Ce n'est pas forcément évident. De temps en temps, vous aurez des choses complètement évidemment cardiaque droit. Ça, c'est une coupe 4 cavités. Donc, pour rappel, la coupe qu'on obtient, je vais revenir un peu en arrière parce que, hop là, excusez-moi, la coupe qu'on obtient au niveau du quatrième espace intercostal gauche et qui permet donc de voir le ventricule gauche ici, le ventricule droit ici. Je suis désolé. Voilà. Et ce que vous pouvez apercevoir, c'est qu'en fait, quand notre ventricule gauche, bon, il se contracte, mais il a une contraction un peu bizarre. Et surtout, ce qui est saisissant, c'est que vous avez un énorme ventricule droit ici. Il est énorme. Un ventricule droit normal est beaucoup plus petit que le ventricule gauche. Il fait à peu près les 2/3. Vous avez une énorme oreillette droite ici. Énorme. Et comme je vous l'ai dit, un bon moyen de voir si le ventricule droit fonctionne, c'est de regarder son anneau. Est-ce qu'il bouge? Là, il ne bouge quasiment pas.
Là, vous avez une image typique d'un cœur pulmonaire aigu, dans le sens où vous avez un ventricule droit qui est hyper dilaté. Et l'autre petite chose un peu subtile, c'est si vous regardez le septum interventriculaire, en systole, normalement, il se contracte le ventricule gauche, légèrement le ventricule droit, physiologique. Là, quand vous regardez, vous avez ce qu'on appelle un mouvement paradoxal, donc de votre septum vers le ventricule gauche en systole. C'est la définition du cœur pulmonaire aigu. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un cœur pulmonaire aigu. Le piège dans ces cas-là, si on pose la sonde, on se dit « Ah mince, je me suis trompé, j'ai fait un 180 degrés, en fait, c'est mon ventricule gauche que j'ai devant. » Eh bien non, là, vous avez vraiment le cœur pulmonaire aigu. Et chez un patient, ça peut être une indication à faire une thrombolyse. Un autre exemple de thrombus qu'on voit, donc une coupe sous-costale avec un ventricule droit ici, un ventricule gauche là, l'oreillette gauche. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est pas une belle image de sous-costale. Contrairement à celle que je vous ai montrée au début, on voit bien le cœur, la contractilité. Finalement, là, l'image, elle est objectivement moche. Néanmoins, elle vous permet de répondre à la question. Vous avez votre oreillette droite ici et vous voyez des choses qui flottent dedans. Clairement, il y a un thrombus qui se balade, qui passe ici. L'autre chose aussi, vous voyez, votre ventricule droit, eh ben, il ne bouge pas beaucoup. Donc, finalement, avec, encore une fois, des coupes pas très jolies, pas forcément très académiques, vous avez quand même la réponse à votre question. Dernier élément qui a un intérêt, alors que ce soit dans le cadre de la tamponnade ou de l'embolie pulmonaire massive, c'est votre étude de la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, comme je vous l'ai dit, donc toujours en sous-costale, en la dépliant de manière longitudinale. Dans des cas d'embolie pulmonaire massive ou de tamponnade, elle va être hyper dilatée et totalement non compliante à la ventilation. Une veine cave qui est large, il n'y a pas besoin de mesurer, elle est hyper large, il y a une surcharge à droite, évidemment. D'accord ? Donc voilà pour les grands cadres de défaillance hémodynamique que vous pouvez croiser et pour laquelle finalement une échographie, on va dire, simple, en ayant en tête les images normales, va déjà vous permettre de faire le tri et d'avoir des réponses. Sur détresse respiratoire aiguë, je ne reviendrai pas sur l'embolie pulmonaire massive, qui est un petit peu à la croisée des chemins, mais on va parler d'autres situations pathologiques que vous pouvez rencontrer. Donc, pour rappel, le poumon normal, c'est ça, un poumon, on va dire, antérieur, un peu zoomé sur le fameux glissement pleural. Vous avez donc les côtes de chaque côté et les lignes A que vous voyez en parallèle. Si on va un peu plus en postérieur, vous avez le foie, la zone donc du diaphragme, et donc notre artefact finalement pulmonaire qui passe devant à chaque fois avec toujours ce beau glissement pleural qu'on a ici, les lignes A que vous avez et de temps en temps quelques lignes B. Ça, c'est physiologique, encore une fois, notamment dans les cas postérieurs. La première chose que vous pouvez voir, finalement, je vous ai dit, avoir quelques lignes B, c'est physiologique. Le problème, c'est quand vous commencez à en avoir de manière diffuse, notamment sur les zones antérieures. La ligne B, en fait, les lignes B, vous pouvez en avoir finalement, dans certains cas très pathologiques, plein de champs. Là, par exemple, vous avez un patient, donc vous avez une vue antérieure, vous avez les côtes qui sont ici, et en fait, déjà, votre glissement pleural, il n'est pas complètement normal. Il n'est pas aussi beau que celui qu'on a vu, qui était très fin. Et deuxièmement, vous avez des lignes B, en fait, partout, 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 partout. Très schématiquement, en dessous de 3, c'est physiologique. Au-dessus de 6, c'est très pathologique. Donc là, vous avez un patient qui a plein de lignes B. Vous allez me dire, très bien, ligne B, mais ça veut dire quoi? Et bien, en fait, les lignes B sont le témoin d'un syndrome interstitiel plus ou moins avancé sur votre patient. En pratique, si vous avez plein de lignes B, votre patient il a un œdème pulmonaire, un syndrome interstitiel qui peut être de diverses origines. Ça peut être par exemple un œdème cardiogénique, un OAP vous donnera cette image-là. Un patient qui a un Covid, une maladie Covid qui commence à être évoluée, vous aurez finalement ce syndrome interstitiel et un petit peu un épaississement au niveau du glissement pleural, témoignant d'un début de compaction en fait, de votre poumon. Donc, les lignes B sont le témoin d'un œdème pulmonaire. Attention, sans en préjuger de son étiologie, qu'elle soit cardiaque, pulmonaire. Mais les lignes B sont assez faciles à repérer et l'avantage, c'est que vous pouvez repérer sur différents cadrans de votre thorax et comme ça voir si les lignes B gagnent du terrain ou pas en fonction de vos thérapeutiques. L'autre pathologie pour laquelle l'échographie pleurale est très performante, c'est l'épanchement pleural. Effectivement, l'épanchement pleural, vous allez le voir hyper facilement et même dépister de tout petits épanchements pleuraux. Par exemple, ici, vous avez donc une coupe
d'un épanchement pleural droit, où vous avez donc la peau, la paroi, vous avez cette grande ligne anéchogène qui est donc le liquide, et vous avez cette masse-là qui est en fait du poumon compacté, comprimé par la pression de l'épanchement pleural et qui se retrouve finalement hépatisé. Ça, c'est un bel épanchement pleural que vous voyez. Sur la coupe de droite, on va le voir d'autant plus. Donc, vous avez votre foie qui est ici, votre diaphragme qui est ici, et finalement un volumineux épanchement pleural droit. Toute cette zone anéchogène, c'est du liquide, et vous avez votre poumon qui se retrouve comprimé là-dedans. Et vous voyez, ça peut aussi vous servir à ponctionner de manière sécurisée votre épanchement pleural. Vous voyez là, c'est une ponction finalement extrêmement basse. On est à 1,5 cm de votre foie. Sans échographie, c'est cavalier. Sous échographie, vous pouvez vous permettre de faire des ponctions pleurales, d'épanchements éventuellement faibles. Et vu qu'on a maintenant tous l'habitude de l'échoguidage, vous pouvez faire des ponctions pleurales échoguidées. Donc pour l'épanchement pleural, l'échographie est très performante pour dépister des petits épanchements. Autre chose, vous pouvez avoir aussi, en plus du diagnostic de l'épanchement, une analyse un peu sémiologique. Là, vous avez l'image d'un épanchement pleural droit avec le foie qui est en dessous. Vous avez la paroi qui est ici, notre épanchement pleural là, votre poumon qui est compacté. Mais ce qu'on remarque dans cet épanchement, c'est que vous avez en fait plein de cloisons. Vous avez un épanchement pleural cloisonné, ce qui témoigne probablement d'une organisation de fibrine. Donc, c'est peut-être un épanchement infectieux, post-infectieux. Donc, l'avantage, c'est que l'échographie va vous permettre de dire « j'ai un épanchement pleural », mais alors clairement, ça, le ponctionner, c'est illusoire. Il faut peut-être discuter un vrai drainage ou, pourquoi pas, une thoracotomie, une thoracoscopie. Enfin, le plus difficile dans le diagnostic de problèmes respiratoires, c'est le pneumothorax. Parce qu'en fait, le poumon, comme je vous l'ai dit, c'est de l'air. L'air en échographie, c'est de l'artefact. Et ben on va essayer de chercher le pneumothorax, c'est le prototype de l'image pas normale. C'est-à-dire que vous devez avoir, s'il y a une image normale, vous n'avez pas de pneumothorax. C'est à peu près la seule certitude que vous pouvez avoir. Donc là, vous avez une image normale, encore une fois, de votre poumon. Et là, sur votre droite, vous avez une image d'un pneumothorax. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on le voit? En fait, vous avez finalement donc, votre ligne pleurale qui est là, donc avec au début un très beau glissement pleural, nos lignes A, mais qu'on va retrouver finalement dans le pneumothorax aussi, parce que ce n'est que la réverbération de votre ligne. Par contre, si vous regardez finement, vous voyez qu'ici, vous avez du mouvement justement pleural, et que là, en se décalant, je vais mettre pause, hop, vous avez un point ici, où d'un côté, vous avez un poumon qui respire, qui bouge un petit peu. Si c'est à gauche, vous aurez les battements cardiaques qui seront retransmis. Par contre, là, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous n'avez plus de glissement pleural, vous n'avez pas cette image de glissement à chaque respiration. Vous avez quelque chose qui est totalement immobile. Et vous avez ce qu'on appelle le point P, ça c'est le signe pathognomonique d'un pneumothorax à l'échographie, qui est la jonction finalement entre la zone du poumon sain et la zone de votre pneumothorax. Je vais vous remettre la boucle, que vous puissiez essayer de voir. Mais au début, donc là, vous avez le glissement normal, le poumon, il est là. Et quand on se décale chez notre patient, vous avez finalement le poumon normal sur votre gauche et le pneumothorax à droite. C'est assez difficile le pneumothorax, mais raisonnablement, si vous avez un doute et que vous posez la sonde, que vous avez cette image-là, bon, clairement, il n'y a pas de pneumothorax. Et après, vous pouvez explorer différentes parties de votre patient. Donc voilà, j'ai terminé un peu sur les images normales, les principaux, on va dire, cas de figure assez caractéristiques que vous pouvez avoir, notamment de défense hémodynamique et respiratoire. Donc pour aller plus loin, qu'est-ce que je vous conseille? Le premier truc, c'est pratiquer. L'échographie, c'est non invasif, c'est-à-dire que vous ne mettrez pas en danger la vie de votre patient, vous ne prendrez aucun risque à la faire. Donc entraînez-vous, posez la sonde sur vos patients, sur vos collègues, s'ils sont d'accord, évidemment, mais mettez-vous les images, trouvez les bonnes orientations de la sonde, voyez des images, voyez les difficultés qu'on peut avoir même chez certains sujets normaux à avoir des images correctes. Ensuite, allez sur les plateformes de vidéos. J'ai mis la plus connue, mais clairement, il y a plein d'images, de vidéos à voir. Encore une fois, l'idée, c'est d'imprimer les situations normales et situations très pathologiques. Et ensuite, vous avez plein de livres qui sont très bien faits. Vous avez le TUSAR qui vous permettra d'aller plus loin. Et bien sûr, il y a d'autres topos qui sont faits.
Pour conclure, il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est n'hésitez pas à vous servir de votre échographe. Vous en avez partout. Essayez le patient sain pour vous mettre en tête un petit peu ce qu'il y a de normal. Et un patient instable, posez la sonde. Encore une fois, vous avez un raisonnement clinique, vous avez un patient instable, vous avez déjà quelques idées en tête grâce au contexte, à votre examen, à la biologie. Et bien, de temps en temps, l'échographie vous donnera la réponse. Et de temps en temps, ça ne vous permettra pas d'avancer. Et bien, vous irez plus loin avec d'autres investigations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bastien. Merci, Christophe, pour cette présentation vraiment très, très intéressante et très pratico-pratique. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur l'échocardiographie, l'écho-pulmonaire, écoutez, je vous invite à effectivement visualiser les vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube Sonosite. Vous avez des centaines de vidéos disponibles. Mais également, vous avez un accès à notre application Sono Access, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre Android ou n'importe quel smartphone, et qui vous permet aussi donc de visualiser des vidéos de formation. D'autre part, pour ceux qui sont utilisateurs de nos échographes Sonosite, vous avez un accès privilégié au Sonosite Institute, où également vous trouverez de multiples outils pédagogiques et de nombreuses ressources pédagogiques, et également des formations en ligne avec des tests que vous pouvez pratiquer quand vous avez un moment. Vous pouvez arrêter à tout moment. Donc, n'hésitez pas à consulter toutes les ressources pédagogiques que nous mettons à votre disposition. Concernant le Covid, nous avons édité un guide très pratique sur l'échocardio et l'écho-pulmonaire dans le cadre d'un contexte Covid. Donc, je vous joindrai ce guide avec le lien du webinaire après ce webinaire. Et puis également, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, pour voir nos actualités et participer à nos prochains webinaires. Donc, avant de passer à notre session de questions, peut-être un dernier petit sondage pour… alors, si je peux avoir accès au prochain. Voilà. Donc, pour savoir effectivement si au terme de cette formation, vous souhaitez, enfin, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et de développer votre pratique de l'échographie thoracique. Donc, on va vous laisser quelques petites secondes pour y répondre. Très bien, écoutez, on va mettre fin au vote. Donc, une grande majorité, voilà, ça, nous sommes très ravis en tout cas que ça vous donne envie d'aller un petit peu plus loin dans la pratique de l'échographie, en particulier de développer l'échocardiographie et l'échothoracique en général. Voilà, je vais maintenant donc laisser la parole à Albert qui va peut-être donc poser les premières questions. Donc, vous avez donc la petite case Q&R qui se trouve en bas pour poser vos questions à Christophe et à Bastien. Donc, n'hésitez pas. Questions vont arriver. Tout d'abord, bravo Bastien pour ce très bel exposé. Merci. Moi-même, j'ai compris. Donc, c'était très bien. Peut-être une première question pour lancer le débat. Faites-vous systématiquement une échographie cœur et poumon rapide sur tous vos patients? Alors, la réponse est non. Alors, au début de la pratique, il ne faut pas hésiter. Alors déjà, ça prend un peu de temps en fait. Surtout les premières fois, pour avoir des coupes, même rapidement, ça prend un petit peu de temps. Et après, l'idée du topo, alors une fois que vous avez acquis les images, on va dire les situations normales, ce n'est pas un examen de dépistage, c'est un examen qui prend sa place dans un raisonnement diagnostique. Donc, au début, faites-le facilement, systématiquement, pour vous faire la main. Après, moi, personnellement, non. Chaque patient que j'endors, je ne fais pas une échographie. Non. D'accord. C'est surtout, ce qui est important, c'est que je suis d'accord avec Bastien, c'est ce qu'au quotidien, on ne fait pas pour tous les patients. Par contre, les questions se posent au quotidien sur une instabilité, sur une dysfonction ventilatoire, sur quoi que ce soit, au bloc opératoire ou aux soins intensifs ou en réanimation. La mobilité, la praticité, si vous voulez, de l'appareil fait qu'il faut l'utiliser
toujours important, c'est que le patient il est dynamique. C'est-à-dire en fait, il faut savoir répéter l'examen. Et l'échographie va nous aider à pouvoir poser des diagnostics et faire des traitements, puisque traiter un œdème pulmonaire, par exemple, les images échographiques se résolvent avant même l'amélioration des marqueurs, des biomarqueurs, par exemple. Donc, c'est des éléments qui sont pertinents sur l'efficacité. Donc, il faut répéter les examens et coupler le cœur avec le poumon, comme il l'a dit. Et arrêter de vouloir systématiquement chercher des mesures, en tout cas, au début, en tous les cas de cause, devant les pathologies, mesure même de la fraction d'éjection, comme tu l'as bien dit, Bastien, qui est trop dépendante dans une situation aiguë, je dirais, d'éléments qu'on ne maîtrise pas, comme la pression diastolique, le volume diastolique, la contractilité, la fréquence. Donc tout ça, ça va varier, et donc on ne saura pas quoi faire de ces chiffres-là. Donc du visuel, comme tu l'as dit, Bastien, sur les petits et répéter les examens et apprendre sur des coupes normales, comme on l'a montré un peu au départ, pour approprier les images, la contractilité, l'épaisseur, la mobilité, et après se renseigner et répéter. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Et une autre petite astuce que vous pouvez avoir, on croise tous quasi quotidiennement des patients où vous avez justement des bilans cardiologiques qui sont faits en préopératoire, et de temps en temps, vous avez un patient, en fait, c'est une cardiopathie ischémique un peu vieille, la fraction d'éjection est estimée par le cardiologue à 45 ou 35%. N'hésitez pas à regarder, vous posez la sonde, ça ne vous engage à rien, ça ne changera pas ce que vous allez faire, mais vous verrez ce que c'est qu'une fraction d'éjection finalement modérément altérée. Et ça vous permettra d'avoir finalement des références pour le jour où vous aurez besoin de savoir, pouvoir étudier, et in fine, le but, c'est de pouvoir décider. C'est ça l'idée de l'échographie, c'est avancer dans le diagnostic et pouvoir proposer aux patients les traitements qui vous paraissent les plus adaptés. J'ai d'autres questions qui arrivent. Donc, bonjour à tous et merci pour ce topo. Je suis interne d'anesthésie réa. Je me demandais quels sont les autres diagnostics devant une échographie pulmonaire avec des lignes B multiples en dehors de l'OAP. Excellente question. En fait, toute pathologie qui peut induire un syndrome interstitiel. L'exemple d'actualité, c'est une infection Covid. Un patient avec une infection Covid aura, alors en fonction de son évolution, mais d'abord pas grand-chose, mais ensuite vous aurez des lignes B au fur et à mesure que le syndrome interstitiel va progresser. Et sur des stades, alors des fois un peu catastrophiques, vous pourrez quasiment voir des hépatisations de votre poumon. Mais en fait, la ligne B, encore une fois, souvent on fait la confusion. Ligne B égale OAP. Non, les lignes B pulmonaires sont témoins d'un syndrome interstitiel. Un patient qui a une fibrose, par exemple, vous pourrez avoir des lignes B en fait. Donc la ligne B, les lignes B sont le témoin d'un œdème interstitiel, un œdème pulmonaire au sens large du terme. Un SDRA sur une pneumopathie gauche, le SDRA diffus, vous posez la sonde à droite, vous aurez des lignes B. La bilatéralité des choses, la brutalité des événements, par exemple, au post-opératoire avec un cœur qui ne bouge pas, avec des images d'hypokinésie septale, par exemple, ou de cœur dilaté, et avec une atteinte bilatérale à l'apex, avec des lignes B bilatérales, sont très évocatrices d'une surcharge. Après, effectivement, on peut avoir une mixité. On peut avoir un patient qui a un SDRA et une surcharge. Les lignes B, si on en voit déjà, ça élimine un pneumothorax. C'est déjà pas mal aussi. Voilà. Autre question, quelles sondes utilisez-vous pour l'écho pleural? Sonde cardio, sonde haute fréquence, sonde abdo? En fait, alors, moi je suis un peu feignant. Donc, en fait, quand je fais une écho thoracique, je garde la sonde cardio. C'est-à-dire que bien souvent maintenant, en plus, tous les échographes ont des réglages poumons, mais en pratique, vous faites votre échographie. Donc, pour le coup, sur une échocardiographie, le réglage cardiaque est assez spécifique, donc il faut vraiment l'utiliser. Mais après, vous pouvez garder la même sonde, vous aurez de bonnes images. Alors, a fortiori, pour des examens en profondeur, d'accord, notamment l'étude des atéctasies ou des épanchements pleuraux, les sondes cardio sont très bonnes. Après, les sondes abdominales sont très utiles aussi pour une étude en profondeur du poumon. Et à l'inverse, je dirais par exemple pour un pneumothorax ou autre cas très pratique, vous mettez un cathéter central sous écho avec une sonde linéaire et vous avez un petit doute ou vous voulez vérifier que, gardez la sonde linéaire. Ça marchera très bien, vous verrez très bien les quelques centimètres de profondeur du poumon. Et le fait d'avoir ce fameux glissement et une A de poumon normal vous permettra de savoir. Donc, en pratique, pour l'écho pleural, tout est utilisable. Prenez celle que vous avez dans la main et après, si vous cherchez un pneumothorax
plutôt la linéaire. Si vous avez plutôt un épanchement, plutôt une sonde haute fréquence ou sonde cardio qui marche très bien. La sonde linéaire suffit par exemple, pour les intubations sélectives. Une sonde linéaire est tout à fait, ça suffit à voir si on a une intubation sélective volontaire ou pas d'ailleurs, à authentifier par l'audition pleurale. Alors, quand on rétablit la ventilation du patient, ça se voit très très bien. Voilà. Autre question, donc question destinée aux aguerris de l'échographie. Vous êtes-vous déjà intéressé à l'interprétation des flux veineux hépatiques, entre parenthèses Doppler pulsé, veine sushépatique ou VCI, dans les états de choc? Alors, à titre personnel, non. Non, c'est des mesures qui se font, qui peuvent se faire. Moi, je trouve ça pas très pratique et pas forcément très reproductible. Donc, je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser, encore une fois, les variations de veine cave ou dans d'autres, si on veut parler de mesures un peu plus aguerries, sous un patient qui est en ventilation artificielle avec les 7000 kg évidemment, vous pourrez avoir des variations comme le delta pp, comme des choses comme ça sur d'autres paramètres, veine cave inférieure, veine cave sup si vous faites une ETO, ou sur l'ITV aortique. Donc il y a, à mon sens, d'autres paramètres peut-être un peu plus faciles et plus reproductibles que le Doppler des veines hépatiques, mais c'est un paramètre qui peut être tout à fait utilisé. Hein. On peut, un petit détail, si vous avez un pansement sur la partie médiane, médiastinale, basse, un peu épigastrique, qui gêne un peu la vision en sous-costale, on peut aussi en voir en sous-hépatique, par voie transhépatique, on peut très bien voir aussi la veine cave et l'oreillette droite, c'est une possibilité. Voilà. Donc finalement, la réponse, pour ma part, dans les états de choc, le Doppler des flux hépatiques, c'est non, je n'utilise pas. D'accord. Autre question rapide. Atélectasie induit-elle 6 lignes B? Voilà. Oui et non. Encore une fois, plus de 6 lignes B sur un secteur veut dire que vous avez un syndrome interstitiel. Alors, ça peut être effectivement le début d'une compaction et d'une atélectasie. Pour l'atélectasie, finalement, l'échographie peut vous aider. À mon sens, sur une atélectasie, c'est plus la réduction du glissement pleural avec finalement une plèvre qui bouge quasiment pas qui sera utile. Beaucoup de lignes B qui témoignent donc de ce syndrome interstitiel et de cette compaction. Et de temps en temps, il y a des atélectasies un peu historiques où vous posez la sonde, vous avez le foie en fait. Il y a le poumon est hépatisé. Donc après, encore une fois, les lignes B ne témoignent que d'un syndrome interstitiel, avec d'un épaississement finalement sous-pleural. Donc, non. Atélectasie, plus de 6 lignes B, non. Plus de 6 lignes B, syndrome interstitiel, œdème pulmonaire, début de compaction pulmonaire, mais non, on peut pas résumer à ça. Il y a un élément, là je reviens sur le dynamique, c'est que si vous avez des images qui évoquent une atélectasie passive ou par une compression, parce qu'il y a différents mécanismes d'atélectasie, ça peut être une obstruction interne ou une compression externe, la VNI par exemple, quand vous mettez le patient en VNI, vous répétez l'échographie, vous allez voir modifier complètement l'aspect sonographique, où vous allez avoir une disparition de ces nombres, de ces fameuses lignes qu'on va appeler les lignes B, de ces lignes successives juxtaposées jusqu'en bas, et ça témoignera donc de la reventilation. Capacité, sinon, que c'était une atélectasie, que vous avez passive, en tout cas que vous avez réussi à rouvrir. D'accord? Donc là, vous avez répondu. Est-ce que c'est 3, 4, 5, 12 lignes B? Je remets le patient en VNI et je corrige et je regarde à nouveau mon écho pleural et pulmonaire et je vais voir une amélioration ou pas. Voilà. Autre question. Comment faire en pratique une ponction pleurale éco-guidée? Alors il y a deux. En fait, à mon sens, il y a deux options. Vous pouvez vraiment faire la ponction éco-guidée, par exemple avec une sonde, typiquement une sonde abdominale qui vous donnera un champ assez large, en mettant le patient un peu sur le côté, et puis vraiment en ponctionnant dans le plan. À mon avis, c'est ce qui est plus sécurisé. Donc, en fait, faites une ponction pleurale comme vous faites une ponction pour une jugulaire. Donc ça, c'est tout à fait faisable. L'autre option, moi j'avoue que j'utilise pour les ponctions pleurales, c'est-à-dire j'ai un épanchement, j'ai quelques symptômes, un peu d'hypoxémie, un petit peu d'alectasie en dessous, mais je me demande si est-ce que j'ai assez pour fonctionner. En fait, il y a plusieurs méthodes pour estimer le volume d'épanchement. Moi, ce que je fais de manière très pragmatique, mais ça c'est une expérience personnelle, c'est qu'en fait je mets le patient dans la position dans laquelle je vais le ponctionner. Donc souvent un léger proclive,
le bras comme ça, je pose ma sonde à l'endroit où je vais faire ma ponction, c'est-à-dire au-dessus du mamelon, dans le triangle ici. Et en fait, je regarde, si j'ai plus de 2 cm entre la paroi, ma plèvre pariétale et ma plèvre viscérale, donc un épanchement qui est plus de 20 mm, là, je ponctionne sans écho. Je sais que j'ai de la place et que je ne crains pas grand-chose. Si vous voulez ponctionner un épanchement un peu cloisonné, il faut faire de l'éco-guidage, comme vous feriez en fait pour une jugulaire, c'est-à-dire, alors il faut un peu d'organisation et d'ergonomie, mais tenir votre sonde dans une main, ponctionner. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un bête cathéter central. C'est-à-dire que vous ponctionnez sous contrôle écho, vous avez le reflux, vous faites une méthode de Seldinger, comme ça, vous ne risquez pas de léser le poumon. En l'occurrence, c'est ce qui avait été utilisé pour une des vidéos que vous Pour la avez vidéo que tu avais montrée, oui. La ponction pleurale, c'était un cathéter, une aiguille pour la ponction donc de cathéter central et ensuite la vider en mettant par Seldinger, tout simplement. Autre question, est-ce que tu enregistres des photos pour mettre dans le dossier et argumenter ta prise en charge ou alors te contentes-tu juste d'un compte-rendu écrit? Alors, dans l'idéal, il faudrait même faire des boucles. C'est-à-dire qu'il faudrait enregistrer des mini-boucles vidéo pour le patient, ce qui permet de les réinterpréter a posteriori. Et un exemple typique, vous avez un patient qui fait une dysfonction ventriculaire gauche, vous le mettez sous dobutamine, vous avez envie de revoir l'image, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, normalement, si vous faites une échocardiographie, à mon avis, le minimum, c'est de faire un compte-rendu en disant, voilà, j'ai étudié telle chose, ça, je ne le vois pas, ça, je le vois, j'ai la réponse à mes questions. Et après, des photos peuvent suffire, mais objectivement, en échocardiographie, c'est vraiment des mini-boucles vidéo qui permettront d'alimenter le compte-rendu. Donc, j'ai envie de dire, alors, pour un débutant ou dans une situation d'urgence catastrophique, franchement, on fait ce qu'on peut, mais faites des petites boucles vidéo. Il y a toujours une petite fonction en fait, de vidéo qui va vous enregistrer une boucle de quelques secondes et ça vous permettra des fois a posteriori de revoir les images donc pour votre formation personnelle. Après, visée médico-légale, si c'est la question, je pense qu'un bon compte-rendu dans le dossier du patient ou dans le logiciel informatique que vous utilisez suffit pour prouver que voilà, j'avais une idée d'un état de choc, j'ai fait l'échographie, j'ai vu que j'avais une dysfonction ventriculaire gauche, j'ai rajouté de la dobutamine. Personne n'ira vérifier sur l'imagerie ce que vous faites, mais au moins le compte-rendu de ce qui a amené votre chemin clinique ou amené à telle ou telle thérapeutique. C'est le plus important en fait. C'est le chemin clinique, en fait, ça rebondit sur l'intérêt des ultrasons vous faites dans la prise en charge des patients. Alors les boucles ne sont pas obligatoires, mais par contre les boucles elles sont importantes. Il est 3 heures du matin, vous êtes devant une défaillance, vous faites quelque chose, vous faites la boucle. Parce qu'en fait ça vous servira à la remontrer à quelqu'un d'autre le lendemain en disant tiens hier soir j'ai eu ça. J'ai eu ça, j'ai mis ça. Parce que même pour le truc, et en fait, un regard extérieur nous aide toujours ensuite secondairement à revoir les choses et à revalider la décision et à remodifier éventuellement ou pas la stratégie. Et pour l'enseignement, c'est très important. Donc, il n'y a rien de médico-légal, on n'a pas besoin de le mettre. Par contre, comme tu dis, Bastien, il y a un dossier, informatisé ou pas, il faut écrire que telle heure, telle date, j'ai fait l'écho, j'ai trouvé ça, et donc ça en découlé que j'ai fait ça. Voilà. Et il faut aussi noter, mais ça on le fait des fois, ventricule droit inexaminable, patient mal échogène, mais voilà, il faut quand même décrire, parce qu'encore une fois, même si vous n'avez pas les images, le compte-rendu que vous avez, finalement servira aussi de base. Ah, hier il n'a pas vu le ventricule droit, mais il avait une dysfonction VG, aujourd'hui elle s'est améliorée. Donc l'écriture est le minimum. Albert, peut-être une dernière question, parce qu'on a déjà dépassé largement le temps. On a plein de belles questions, c'est dommage. Allez, on peut essayer d'en passer rapidement alors. Alors, rapidement, êtes-vous systématique dans l'ordre d'exécution des fenêtres pulmonaires? Point d'interrogation. Vous découpez en 6 zones? Point d'interrogation. Alors, en théorie, pour une échographie pulmonaire, il y a effectivement 6 zones, 2 antérieures, 2 axillaires, et 2 postérieures. À titre personnel, si je pense que je vais faire l'écho, oui. En pratique, très peu. Moi, je fais assez facilement antérieur et axillo-postérieur. J'ai les réponses à mes questions. J'ai des lignes B partout, j'en ai pas partout, j'ai un épanchement. Je ne suis pas forcément systématique. Je cherche surtout la réponse à ma question. Le systématisme peut être intéressant. Par exemple, sur un Covid, vous avez envie de savoir l'évolution de votre patient. Mais dans un cadre de prise en charge aiguë, moi, je ne le fais pas. C'est peut-être pas bien.
Alors, rapidement encore, utilisez-vous systématiquement le mode B pour le diagnostic de pneumothorax? Euh, le mode B. Excusez-moi, le mode M. Ah, alors, on a volontairement, je n'ai pas parlé des modes Doppler, TM et compagnie. Donc, pour le pneumothorax, oui, le mode TM est un atout incontournable, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, la réponse est oui, pour le pneumothorax, je l'utilise systématiquement, mais pour le topo du jour, je ne vous l'ai pas montré. La pratique de l'échocardio risque-t-elle de modifier nos rapports avec les cardiologues et dans quel sens? Alors, non, pas du tout. En fait, l'échographie de l'anesthésiste réanimateur n'a pas les mêmes questions. On ne va pas avoir la même qualité d'échographie, les mêmes mesures. Moi, je suis incapable de faire une mesure hyper précise d'un rétrécissement aortique et de poser l'indication d'un remplacement valvulaire. J'en suis pas capable. Donc, c'est deux choses différentes. Le cardiologue vous sera d'une aide sur les cardiopathies chroniques. Une cardiomyopathie dilatée, il vous aidera. Une valvulopathie importante, il vous aidera. Par contre, à 2 heures du matin, quand vous êtes tout seul devant un patient stable, vous ferez sans doute. Pour ma part, non, c'est complémentaire. L'échocardiographie de l'anesthésiste réanimateur n'a pas le même but en fait. Le cardiologue vous fera un compte-rendu hyper détaillé en voyant tout systématiquement. Là, l'échographie que vous allez faire, c'est pour répondre à une question. J'ai un patient instable, j'ai telles hypothèses, laquelle je conserve à l'allure de l'examen. Et si vous avez un doute, bien évidemment, appelez votre camarade cardiologue qui vient de l'île du patient. Évidemment, c'est complémentaire. Une question pour Christophe. Est-ce que tu fais encore une RP après la pose d'une VVC ou l'écho te suffit pour éliminer un PTX et valider la bonne position de la VVC? Pour un abord central, je ne ferai pas systématiquement de radiothorax après le positionnement de ma sonde, de mon cathéter. Il y a plein de facteurs qui sont en jeu. D'abord, je ferai une écho pulmonaire systématique pour voir, bilatérale, pour voir, et en particulier à la recherche de l'absence de glissement pleural ou la recherche d'un profil A qui m'aidera. Si j'ai un profil A', on n'est pas rentré dans le détail, mais ça peut être un souci, donc je peux être amené à une radio. Deuxième chose, c'est est-ce que j'ai piqué 3, 4, 5 fois. Si j'ai piqué avec sous-échographie, parce qu'on les pose sous échographie, franchement, le risque de d'effraction pleurale est quasi nul, parce que en tout cas, il est franchement réduit. Après, c'est de tout. En fait, la question se pose plus pour le positionnement de l'extrémité du cathéter, d'accord? De savoir en fait si le bout du cathéter il n'est pas intracardiaque, par exemple, d'accord? Ou s'il n'est pas passé dans la veine sous-clavière. Pour passer de l'autre côté, en controlatéral. Ça, par contre, ça se voit à l'échographie avec le leader. Le leader, on le suit avec la sonde d'écho, et en fait, il part dans le confluent Pirogov, par exemple, et il descend ensuite de la veine cave suivre. C'est quelque chose qui est très visible, facile à voir. Il faut prendre la sonde cardio-tête justement à ce moment-là, en se mettant en fait juste au-dessus, en fait, à droite ou à gauche, dépend où on est. Et pour visualiser, surtout du côté droit, c'est plus facile, là. Et en fait, on voit très très bien le leader qui descend avant la pose du cathéter. Ensuite, on descend et on sait que si, en retirant le cathéter, le leader du cathéter, on peut voir effectivement le bout du cathéter et le positionner correctement. C'est une petite gestuelle complexe, mais c'est quelque chose qui permet d'éviter de faire une radio parce que vous êtes bien positionné dans la veine cave sup. Donc, je ne fais pas de radio systématique après les cathéters si tout ne s'est pas bien passé, que mon écho pleural bilatéral est normal et que j'ai visualisé mon leader dans le bon endroit. Voilà. Moi, j'avoue que je fais un petit peu différent de Christophe, c'est-à-dire que quand je pose un cathé, effectivement, donc je fais une écho pleurale, vérifier que je n'ai pas de pneumothorax, et après je fais par élimination. C'est-à-dire que si je pose une sous-clave de gauche, par exemple, je vérifie la jupe gauche, la jupe droite, la sous-clave droite. Si le cathé n'y est pas, je me dis que par élimination, il est dans le bon sens. Regardez le leader où il part déjà. C'est très facile à voir. C'est tellement échogène qu'on ne peut pas ne pas le voir. C'est la première chose. C'est le bon endroit déjà. Il ne faut pas qu'il parte dans une sous-clavière. Alors, je voudrais qu'il parte dans la veine cave sup, par exemple. Faites-vous systématiquement une écho pulmonaire en DD et en demi-assis? Alors, non, parce qu'en fait, souvent, l'écho pulmonaire, c'est dans le cadre d'un phénomène un peu aigu et je me débrouille en fait. C'est-à-dire que si le patient est installé demi-assis, qui ne peut pas bouger, je ne vais pas m'amuser à l'allonger ou à le placer. Donc, non, souvent sur le patient instable, l'écho se fait dans la position dans laquelle il est. Surtout qu'il y a des cadrans qui ont été décrits. Le plus difficile, c'est en postérieur parce qu'il faut vraiment mettre. Il faudrait se mettre sur le côté. Ce n'est pas forcément évident. Alors, il faut appuyer sur le bip. Encore une fois, de temps en temps, on n'a pas les images des livres et puis on se débrouille.
On est dans le cas où le patient, là, il va être peu mobilisable parce qu'il y a une défaillance. D'accord. Donc, c'est l'intérêt du point of care, c'est que justement, non, on va le laisser comme il est et on va interpréter les deux côtés sur les différents champs segments pulmonaires. Place de l'ETT au bloc en chirurgie digestive, remplissage par exemple. Quelle voie d'abord? Très compliqué, très difficile. En pratique, l'échographie transthoracique au bloc, surtout en chirurgie digestive, c'est pas très utilisable déjà parce que vous n'aurez pas forcément accès aux zones utiles. Si vous voulez utiliser l'échographie au bloc opératoire, à mon sens, notamment en chirurgie viscérale, à mon sens, la seule solution, c'est le TO. Mais ça implique la sonde, des habitudes, enfin, c'est plus compliqué. Donc, objectivement, hors, on va dire, détresse absolue, par exemple, l'EP sur table, où là, tant pis, vous poussez le chirurgien pour voir. Mais dans la vie de tous les jours, pour un monitorage péropératoire, ce n'est pas forcément l'appareil le plus simple. Ne serait-ce que parce qu'il faut de la place, il faut quand même se mettre, il faut poser la sonde, il faut pousser le chirurgien. Et encore une fois, l'autre chose, c'est qu'avec un ventre ouvert ou une cystoscopie, toute l'étude de la veine cave inférieure est rendue quasi impossible. Donc, il faut d'autres paramètres et qu'on aura plus facilement avec une ETO. Dernière question. Comment vérifier la bonne position d'un cathéter central dans la VCS en intrathoracique? Ça, on a déjà répondu en fait. Ah oui, on a déjà répondu? Oui, c'est la même que tout à l'heure sur la position. Ouais. D'accord. Bon, il n'y a plus de questions. Il y a un grand merci de Julien. Merci Julien. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous deux pour ce topo vraiment très, très, très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, avant qu'on conclue, rajouter un petit mot. Moi, le seul mot, c'est lancez-vous. Lancez-vous. Souvent, la crainte, quand on débute l'échographie thoracique, c'est de se dire bah ouais, mais je vais faire une erreur de jugement, je vais me tromper. Mais en fait, sur des situations un peu caricaturales, vous ne vous tromperez pas en fait. Les images que je vous ai montrées, c'est des situations caricaturales. Effectivement, sur la situation un peu intermédiaire, vous aurez des doutes. C'est là où il faut d'autres outils. Il ne faut pas oublier que, je ne l'ai pas dit, mais l'échographie, ce n'est pas magique. De temps en temps, on ne voit rien. De temps en temps, on peut pas conclure. Il faut être capable de dire aussi, je ne peux pas conclure. Donc, il me faut d'autres outils.